C'est quoi exactement la dénutrition? Vous regardez ces scènes, je vais vous expliquer. La dénutrition est une pathologie liée à un déséquilibre entre les apports alimentaires et les besoins nutritionnels. Et quelles en sont les conséquences? Ça concerne qui et combien de personnes? Bonjour madame, combien vous pesez? Bonjour, oui, rentrez. Eh ben voilà, Je m'assois sur la chaise. on va vous asseoir là, oui. Allez, 50 kilos, 50 kilos, ça vous va? Bonjour, monsieur ou madame. Oui, allô? Allô? Oui, ça y est, là j'entends. Oui. Bonjour. Oui. Bonjour. Couchi, coucha. Allô? Ah bonjour, ça va? Pouvez-vous vous présenter? Alors, moi, je suis donc le docteur Duval, médecin de l'établissement, à la fois en coordination et en prise en charge. Et dans l'établissement, il y a aussi un deuxième médecin, le docteur Anne-Gaëlle Vignon, qui, elle aussi, est à la charge pour les résidents. Quels sont les facteurs de risque liés à la dénutrition?
Alors effectivement, il y a beaucoup de facteurs de risque. On va se concentrer sur les facteurs intra-EHPAD, c'est-à-dire qu'on peut penser que les maladies intercurrentes, surtout les maladies infectieuses, les poussées d'insuffisance cardiaque, les poussées de problèmes pulmonaires, rénaux et autres sont des facteurs aggravants de la dénutrition. Par ailleurs, les troubles cognitifs, même s'ils sont bien pris en charge ici, c'est pas toujours facile de nourrir correctement ou d'imposer une alimentation complète aux résidents dans la mesure où il peut la refuser. Donc là, sur toutes ces problématiques, on est vigilant. Pouvez-vous présenter l'équipe d'infirmières? Alors, l'équipe infirmière est composée de 4 infirmiers par jour dans les 4 services. Donc, on s'occupe de 210 résidents. Et du coup, on travaille de 7h30 à 19h30, tous les jours de la semaine. Quel est l'impact de la dénutrition sur la prise en soins infirmiers? Ça peut surtout impacter l'immunité. Du coup, il y aura des effets secondaires avec beaucoup d'infections bronchiques, urinaires. Il faudra prendre la température plus régulièrement, stimuler à la boisson. Tout ça, ça impacte aussi tout ce qui est pansement. Et du coup, le temps de cicatrisation est rallongé et le risque d'escarre est accru. Donc ça fait tout un tas de facteurs à surveiller. En plus du travail de base, et du coup ça a un impact lourd, la dénutrition, sur la prise en charge des patients. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Alors moi c'est Géraldine Pellet, je suis psychologue et je travaille à temps plein à l'EHPAD. Bonjour, du coup, moi c'est Coralie Pavlovski, je suis également psychologue, je travaille à 0,6 ETP, donc 3 jours dans la semaine, et on attend une 3e psychologue qui travaillera sur l'établissement 2 jours par semaine. Voilà. Quel est votre rôle dans l'accompagnement des personnes fragilisées par la dénutrition? Alors notre rôle en tant que psychologue dans la prévention de la dénutrition, ça va être déjà un premier rôle au moment de l'entrée de la personne dans l'EHPAD. On va avoir un rôle de soutien psychologique parce qu'on sait que le moral et la perte d'appétit peuvent être liés. Donc du coup l'importance de ce soutien-là au moment de l'entrée, qui est une étape difficile, on le sait, peut permettre d'éviter de s'installer du coup cette perte d'appétit. Voilà, on travaille aussi beaucoup en pluridisciplinarité, c'est-à-dire avec que ce soit les médecins, que ce soit avec les infirmières, les aides-soignantes, diététiciennes, ergo, avec tout le monde, justement pour soit on nous interpelle, parce que du coup il y a un doute peut-être sur le moral qui peut avoir une incidence sur la perte alimentaire, perte de nutrition, d'appétit, merci. Et nous aussi dans l'autre sens, donc ce qui permet de travailler vraiment tous ensemble, parce que comme me disait ma collègue, vu que les deux peuvent être liés, et le problème somatique et le moral, l'important c'est de pouvoir faire tous ensemble et apporter des solutions, un accompagnement le mieux possible pour les personnes fragilisées. Pouvez-vous vous présenter? Alors, bonjour Madame Grand-Clément, je m'appelle Nicole Marquez et dans cet établissement, je suis ergothérapeute. C'est-à-dire que je m'occupe de tout ce qui est installation des résidents au niveau du matériel. Les fauteuils roulants, les lits, mais aussi tout ce qui est aide pour le repas, l'habillage, pour que les gens soient le plus autonomes possible. Quel est votre champ d'action dans la prise en soin de la dénutrition? Alors, par rapport à la dénutrition, mon travail sera autour du moment repas. C'est-à-dire avoir une bonne installation, pouvoir bien utiliser le matériel pour manger.
notre installation habituelle, c'est celle que nous avons là, l'assiette, les couverts et le verre. Moi, je vais pouvoir faire des installations particulières, ajouter du matériel pour que la personne puisse se débrouiller. Par exemple, si l'assiette, elle glisse, on peut installer sous l'assiette, comme ça. C'est anti-glisse. Un anti-glisse. Voilà. Et là, si on veut prendre dans l'assiette ou qu'on la pousse, l'assiette ne bouge plus. Par exemple, c'est un exemple. On peut aussi avoir des problèmes pour tenir sa fourchette. Soit parce que le manche est trop petit, soit parce qu'on tremble. Donc il y a différents types de fourchettes qu'on peut utiliser. Par exemple, on a celle-là. Vous voyez, elle est creuse. C'est comme si c'était une fourchette cuillère. Hein? Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est-à-dire, par exemple, si on a des petits pois dedans, si on tremble, les petits pois ne se sauvent pas. Voilà. Donc ça peut servir. Puis elle ressemble à une fourchette normale. Elle ne fait pas trop, entre guillemets, handicapée. Voilà. Il y en a une autre. Alors celle-là, elle est rigolote parce qu'elle a un nom. Elle s'appelle la fourchette Georgette. Parce qu'elle fait à la fois fourchette, cuillère, et puis même pour quelque chose qui est mou, on peut couper comme ça, quelque chose qui est mou, puis ensuite piquer ou prendre comme ça. Et c'est pareil, elle est assez jolie. Voilà. Alors après, on peut avoir aussi des soucis pour prendre, parce qu'on a un peu d'arthrose dans les doigts. Donc on a des couverts qui sont là, qui eux, alors il y a la cuillère, la fourchette et le couteau, et vous voyez, ils sont un peu plus gros. Voilà. C'est plus... La main tient mieux. Voilà, la main arrive mieux à le prendre. Voilà. Puis ils sont pas trop moches non plus. Voilà. C'est assez esthétique, hein, pour pouvoir pour que les gens se sentent pas dévalorisés quand ils les utilisent. Hein, voilà. Il y a ce genre de choses. C'est comme ça. Voilà. Bon, vous avez raison. Alors on peut aussi adapter sur une assiette ce qu'on appelle un tour d'assiette. Alors on l'installe. Vous avez vu, oui, des grandes. Voilà, pour les assiettes. On le met comme ça autour. Quand elles prennent avec la fourchette, que les choses s'en aillent de l'assiette. Voilà, vous voyez. Et quand j'utilise ma fourchette ou c'est surtout la cuillère et que je pousse, eh ben ça fait buter la nourriture contre le bord. Donc ça évite que ça saute. Bien. C'est bien, hein? Ça c'est bien. Vous l'avez déjà vu? Oui. Et puis donc c'est bien utile. Oui. Alors avec l'anti... Il n'y en a pas tout plein la table. Il n'y en a pas tout plein la table. Oui. Voilà. On a aussi des verres. Alors un verre comme ça, des fois c'est difficile à prendre. Hein? Alors on a plusieurs solutions. Les plus utilisées, c'est ceux-là. Alors parce qu'ils ont deux avantages. Vous voyez, ils ont... les prendre comme ça. Voilà, les deux poignées. Et en plus, quand vous les regardez de côté, ils sont inclinés. Donc pour boire, du côté, voilà, on lève moins haut. Ça ne fait pas partir la tête en arrière. Et notre diététicienne dit que c'est pas bien de pencher la tête en arrière parce que ça risque de passer de travers. Donc on lève comme ça. Hein, voilà. Donc il y a ce type-là. On en a même d'autres comme ça, où là c'est le nez qui est découpé. Parce que si on a un grand nez, ça bute dans le bord du verre. Alors comme ça, voilà. On n'a pas besoin de pencher en arrière. Voilà, on fait comme ça. Voilà. Tout est calculé. Voilà. Et puis celui-là, il est un petit peu différent, c'est qu'il est épais, il tient le chaud. Vous voyez, il est épais pour tenir le chaud. Si quelqu'un boit lentement quelque chose de chaud, ça reste chaud. Et pour tenir chaud, on a même des assiettes qui tiennent chaud. Vous voyez, quand on emmène des fois les plateaux dans les chambres, on peut mettre comme ça. Voilà. Ils ont déjà un peu ce système. Ouais, voilà, avec le bord. C'est comme si on avait déjà le bord. Et puis en plus, on peut fermer le couvercle. Il y a un cran. Voilà, il y a un cran. Et ça tient chaud. Voilà. Alors moi, mon travail, ça sera de demander si la personne, elle a besoin d'adaptation particulière. Les aides-soignantes dans les services me disent, on a madame un tel qui a un problème pour manger ou qui a un problème pour ça.
Donc moi j'amène le matériel et avec Lauriane, elle voit ce qui peut aller ou ce qui va ou ce qui va pas pour faire les essais. Ah oui, parce que c'est contre la peine, elles ont tendance à prendre les mains. Ben oui, bien sûr, oui, oui. Alors, voilà. Donc on Le essaye matériel adapté, comme ça, c'est bien. Voilà. C'était Madame Grand Clément en direct de l'EHPAD La Montagne. Pouvez-vous vous présenter et présenter l'équipe de cuisine? Alors moi je m'appelle Jean-Louis. Hein? Je m'appelle Jean-Louis. Oui, Jean-Louis. oui, j'ai vu. Voilà, Jean-Louis Longère. Je suis responsable de cuisine. Ah bon? Voilà. Et je m'occupe d'une équipe de 8 garçons, 8 hommes. 2 garçons? 8. Oui. Il y a 8 cuisiniers et 2 jeunes filles en cuisine et une dame qui s'occupe de la vaisselle. Voilà. Voilà. Comment adoptez-vous les repas pour répondre aux besoins et aux demandes des personnes accompagnées? Alors, au niveau de l'EHPAD de la Montagne de Châtillon, on est en cuisine traditionnelle, ce qui fait qu'on privilégie tous les produits frais. Oui. On travaille beaucoup en lien maintenant avec AgriLocal, qui nous permet d'avoir des producteurs beaucoup plus près de chez nous. Voilà, nous tenons aussi en compte vos goûts, oui, vos textures alimentaires, si vous êtes en haché, mixé, normal. Voilà. Si vous avez un régime, j'ai dû déjà le dire, je pense. Nous travaillons en collaboration avec les hôtelières, les aides-soignantes, les infirmières, pour qu'en fait on vous apporte au mieux ce que vous désirez. oui. Voilà. Tout ça en plus est géré au niveau de l'alimentation par un logiciel informatique dont Lauriane, la diététicienne, s'occupe. Voilà. Qui nous permet d'avoir une alimentation au plus juste pour vous satisfaire. Pouvez-vous vous présenter? Alors moi, donc, je suis Léna Michel, je suis enseignante en activité physique adaptée, donc au sein de l'EHPAD de Châtillon. Depuis à peu près 1 an et demi, donc je suis salariée à 100%. Moi, je suis Lauriane Federovitch et je suis diététicienne à l'EHPAD de Châtillon depuis 13 ans et je travaille à 80%. Pourquoi est-ce important de dépister la dénutrition et la sarcopénie? Alors, la dénutrition, c'est une maladie qui est silencieuse, qu'on ne voit pas forcément, qui touche les enfants, les adultes et les personnes âgées fragilisées. Voilà, mais c'est important de savoir aussi que c'est une pathologie qui touche aussi les personnes en situation de surpoids et d'obésité. Oui. Voilà, elle entraîne quand même de nombreuses conséquences sur la qualité de vie et sur l'espérance de vie. Et elle favorise aussi la fonte musculaire qui a une des conséquences sur la qualité de vie des résidents. Et cette fonte musculaire, quand elle est trop importante, on appelle ça la sarcopénie. Ah, c'est ça, la sarcopénie. C'est ça. Et donc la sarcopénie, c'est une pathologie qui engendre une perte progressive et importante, à la fois de la masse, de la fonction et de la force musculaire. Et ici, dans l'établissement, donc on s'engage dans une démarche de prévention des chutes dans le cadre du plan national anti-chute des personnes âgées qui a été initié par le gouvernement en 2022. Ah ben dis donc. Vous avez vu? Alors c'est vrai que nous ici, on accueille des résidents qui sont de plus en plus âgés et de plus en plus fragilisés. Donc on rencontre souvent des personnes qui ont des problèmes pour mastiquer, des problèmes pour avaler, des douleurs, des troubles cognitifs, une baisse de morale. Et à tout ça, il y a d'autres maladies qui peuvent venir se greffer. Des maladies comme des décompensations respiratoires, cardiaques ou même des fractures. Et tout ça, ça augmente les besoins nutritionnels et ça, souvent on constate une perte d'appétit. Donc tout ça, ça majore quand même le risque de dénutrition. Et donc la population qu'on accueille ici à l'EHPAD, c'est une population qui est très à risque de dénutrition. Voilà. Mais il faut savoir aussi que la sarcopénie et la dénutrition, c'est 2 maladies, 2 pathologies, et que si on dépiste et on prend en charge assez tôt,
ça peut être potentiellement réversible et améliorable. Ah bon. Par quels moyens accompagnez-vous les personnes concernées par ces pathologies? Alors donc pour ma part, je propose des séances d'activité physique adaptées qui sont soit individuelles, soit collectives, et ce dans chaque service de l'établissement. Oui. Donc j'essaye de proposer le plus possible des activités physiques qui soient adaptées à la fois aux capacités, aux besoins et aux envies des résidents. Il y a plusieurs types d'activités. Donc par exemple du renforcement musculaire global pour essayer de renforcer à la fois les muscles des membres supérieurs et des membres inférieurs, sans oublier les muscles du tronc, les abdominaux. Je propose aussi des activités d'endurance. Donc par exemple ici dans la maison, on a un groupe randonnée qui est mis en place avec le service de vie sociale. Et il y a aussi donc des sorties en vélo twinner, le vélo biplace, qui est disponible donc à l'établissement. Il y a également des ateliers d'équilibre qui sont mis en place en collaboration donc avec l'ergothérapeute. Et je peux proposer aussi des parcours motricité voilà, pour vraiment travailler l'équilibre et puis pour prévenir le risque de chute. Alors, pour ma part, je réalise des bilans nutritionnels à l'entrée des résidents, mais aussi en cours de séjour. Donc ces bilans, ils vont me permettre de faire un point sur l'évolution récente du poids, savoir si la personne a perdu du poids notamment, savoir un peu ses habitudes alimentaires, s'il y a des difficultés de mastication, des difficultés de déglutition, s'il y a des difficultés motrices qui ne permettent pas à la personne de manger de façon autonome. Voilà, donc c'est un bilan qui permet de récupérer, de recenser toutes les informations qui vont nous servir à personnaliser le plus possible les repas, que ce soit le plus adapté aux capacités et aux demandes des résidents. Parce qu'on est quand même très à l'écoute des demandes, des choix des résidents. Tout ça, c'est pour favoriser le plaisir alimentaire et que le résident s'alimente le mieux possible pour prévenir la dénutrition. Voilà. Il faut savoir aussi que les recommandations actuelles chez la personne âgée, elles s'orientent vers une alimentation variée et équilibrée, sans restriction particulière, justement pour limiter la frustration, la perte d'appétit et donc la dénutrition. C'est souvent le traitement qui va s'adapter plutôt que l'alimentation. Par exemple, chez une personne qui est diabétique, on ne fera pas de restrictions particulières, sauf s'il y a une prescription médicale, mais on va plutôt laisser le résident se faire plaisir et adapter plus le traitement. Voilà, pour favoriser le plaisir alimentaire. Qu'avez-vous envie de rajouter pour conclure? Alors pour conclure, on pourrait dire que la prise en soin de la dénutrition et de la sarcopénie, c'est vraiment un travail de collaboration avec tous les professionnels de l'EHPAD de Châtillon. Que ce soit avec les cuisines qui vont fabriquer les repas, qui vont confectionner toutes les textures alimentaires, qui vont enrichir les repas, que ce soit avec le personnel soignant et hôtelier qui seront là au moment des repas pour la distribution, mais aussi pour l'aide et pour la surveillance aussi, puisque c'est elles qui vont nous alerter si tel ou tel résident mange moins par exemple. Que ce soit avec les médecins qui vont faire les prescriptions, notamment des compléments alimentaires s'il y a besoin, la pharmacie qui va commander ces compléments, qui va nous les livrer, les psychologues et l'équipe de vie sociale qui va intervenir en cas de perte d'appétit, voilà, quand elle est liée à une baisse de morale, que ce soit avec l'ergothérapeute qui va intervenir pour adapter les couverts et le matériel pour favoriser l'autonomie à table, et que ce soit avec l'enseignante APA qui va venir travailler la fonction musculaire et la force musculaire avec les résidents pour maintenir l'autonomie. Et donc pour prévenir et combattre la dénutrition et la sarcopénie, l'établissement met les bouchées doubles pour proposer à la fois une activité physique et une alimentation qui soient donc tous deux adaptés à la fois aux besoins et aux envies des résidents, toujours dans le but de maintenir ou d'améliorer une certaine autonomie et donc la qualité de vie des personnes accompagnées ici dans l'établissement. C'était Madame Bidard, en direct de l'EHPAD.
le directeur, selon vous, quels sont les points forts de l'établissement dans la prise en soin de la dénutrition et sarcopénie? Pardon. Monsieur Trabé, alors on a la chance sur cet établissement d'avoir des professionnels qui travaillent sur ce sujet. On a une diététicienne qui est à 80% sur l'établissement. On a tout un staff paramédicaux, puisqu'on a une APA, une ergo, on a aussi des psychologues qui travaillent. Et puis on peut travailler avec l'équipe cuisine, puisque toute la restauration est faite sur place, avec directement des commissions menus et des réunions pour pouvoir remettre en place des menus équilibrés. Voilà. C'est la chance qu'on a sur cet établissement, c'est de pouvoir tout maîtriser, toute la chaîne alimentaire. Voilà. Pourquoi l'établissement s'engage-t-il dans un programme de lutte contre la dénutrition? Et aussi de la sarcopénie. Hein. Je pense que tout le monde connaît la sarcopénie, c'est la fonte de la masse musculaire qu'on peut avoir, et à savoir que sur des personnes âgées, cette fonte de masse musculaire peut entraîner principalement des chutes, voilà, et une perte d'autonomie. Alors c'est important pour l'établissement de s'engager sur ce sujet. Alors déjà, je dirais la première chose, au-delà de la dénutrition, il y a le plaisir de manger. Il y a le plaisir d'être à table, de partager des repas. Je pense que toutes les personnes accueillies ici sur l'établissement aiment ce temps de repas et ce temps de partage. Donc ça, c'est la première chose. Je pense qu'il faut une alimentation variée, une alimentation appétante, qui donne envie de manger, parce que derrière le fait de se nourrir, et surtout ne pas oublier aussi de s'hydrater, parce que ça aussi c'est très très important, ben ça permet de garder une autonomie le plus longtemps possible, d'éviter les chutes, et de garder cette possibilité de se déplacer dans l'établissement, de participer à la vie commune de l'établissement. Et tout ça gravite autour de la nutrition.